Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de Débat ouvert, une émission diffusée sur Tekarich TV, mais aussi sur Voice of Congo. Moi, c'est Eric Boukoula. C'est venu comme un choc pour nombreux. Je parle bien sûr de la victoire inattendue du candidat défavorisé ou Donald Trump contre la favorite qui bien sûr était Hillary Clinton. Là, c'est le 8 novembre 2016, une date que beaucoup vont se rappeler parce qu'en fait, comme je l'ai dit, la victoire inattendue de Donald Trump, le candidat républicain Donald Trump, en une marge de au moins 53 votes électoraux contre la favorite, contre l'ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. Bien sûr, inattendu, inconcevable. On ne s'y attendait pas, mais qu'est-ce qui se passera maintenant? C'est un fait accompli. Donald Trump est le 45e président de la première puissance économique et militaire de la planète. Mais qu'en est-il du reste de la planète? On a vu déjà les marchés boursiers, les places boursières qui se sont effondrées à l'annonce de la victoire de Donald Trump. Mais qu'en sera-t-il? Alors, pour répondre à ces questions, qu'en sera-t-il surtout pour le Grand Congo? Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi sur le plateau un analyste que vous connaissez déjà très bien. Il s'agit du professeur Djemadari Vibi Kilele. Bonjour, professeur. Bonjour, Eric. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour et bienvenue une fois de plus. Comme je l'ai dit, c'était imprévisible, la victoire de Donald Trump qui est venue comme un choc, comme un coup de tonnerre pour les Américains, mais aussi pour le reste de la planète. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ce qui se passe, c'est que votre plateau de télévision nous donne une opportunité de commenter, mais normalement, le peuple américain a déjà fait les commentaires. Nous sommes peut-être en train de spéculer, mais le vote des Américains a tranché. Ça n'a pas été un choc, ça n'a pas été inattendu comme vous le dites. Ce n'est pas vraiment un choc, quand bien même que la bourse d'échange ou les bourses d'échange sont tombées. C'est un ouragan temporaire. Ça souffle, ça va passer et les bois ou les arbres qui sont tombés vont bientôt repousser. Bon, il n'y a qu'un pessimiste ou un détracteur qui peut dire que Donald Trump ne pouvait pas gagner les élections. Quand vase et marée, comme on dit, quand un nationaliste parle, il est difficile de pouvoir remporter la victoire devant lui parce que le langage que M. Donald Trump tenait depuis le début de sa campagne jusqu'à la fin prouvait qu'il était supérieur par rapport à l'ancienneté et à la prétendue expérience de la sorcière qui vient d'être battue, Pourtant, Hillary Clinton. Plusieurs sondages, je dirais même plusieurs médias l'avaient donné gagnant pendant les débats, les 3 débats tenus avec bien sûr Hillary Clinton, mais vous dites que pour vous, il faisait un meilleur exposé. Bon, il y a une chose que nous devons comprendre d'abord. L'Amérique, du point de vue politique et économique, est comme la plupart des pays européens, c'est un pays qui est géré par les Juifs. Et les lobbies juifs ou l'élite juive contrôlent les médias dans le monde. Et depuis longtemps, depuis qu'ils ont commencé, tout ce que Donald Trump a dit le mettait dans les cadres de vilipendage. Il était vilipendé par tous les médias. Sachant que, comme je viens de le dire, que les médias en général américains sont contrôlés par les Juifs. Alors, le langage qu'il tenait est un langage nationaliste de pouvoir refaire la grandeur des États-Unis. C'est un langage qui choque et qui effraie ceux-là qui, depuis longtemps, ont tenu l'Amérique sous leurs bottes. C'est le même langage, vous savez, un peu qui a fait assassiner le président de l'époque, Fitzgerald Kennedy. Quand il voulait faire de l'Amérique, il voulait reprendre l'Amérique. Et lui, c'est le langage qu'il tenait. Parce que l'Amérique
à proprement parler, n'appartient pas aux Américains du point de vue économique et politique à cause des lobbies américains. Et quand on voit très bien ce qui était derrière George Bush, la majorité, ce sont des Américains. Et quand on étudie, n'est-ce pas, la généalogie de la plupart des présidents américains, ils ont tous presque, n'est-ce pas, des liens avec les Juifs. Aujourd'hui, la plupart des Américains en ont marre des Juifs en Amérique et ils veulent s'approprier leur pays. Ils en ont marre parce que c'est l'Israël qui, à tout moment, crée des guerres au Moyen-Orient où la plupart des garçons américains vont mourir pour rien, juste pour protéger l'Amérique, enfin pour protéger Israël qui est entouré par une ceinture de sécurité très hostile d'après Israël, des Arabes. Alors, ils en ont marre d'aller se faire tuer à tout moment au Moyen-Orient, un conflit interminable. Alors, lui, en disant, je vais refaire la grandeur de l'Amérique, je vais récupérer notre pays, eh bien, c'est un langage qui frustre et qui froisse les conservateurs juifs. Alors, heureusement, le destin était dans son camp. Il a gagné et c'était prévisible parce qu'il le méritait. Les Américains. Les sondages de données perdants. Mais c'est ce que je dis. Les sondages, c'est le produit et les résultats de médias contrôlés et sponsorisés qui n'étaient pas dans son camp. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a accueilli cette victoire de Trump, disant qu'un meilleur ami des États-Unis. Des deux candidats, parce que vous parlez de l'Israël, vous parlez des Juifs, des deux candidats, Clinton et Trump, qui est un meilleur allié pour les Israéliens, d'après vous, les Juifs, en fait? Bon, écoutez, il y a une chose d'abord. Quand 2, 3, 4 candidats en Amérique sont en compétition, c'est d'abord l'individualité ou l'individualisme, d'abord. Mais dès qu'on est élu, eh bien, on suit la politique américaine. Et je ne peux pas dire pour le moment qu'il sera l'ennemi des Juifs ou il sera l'ami des Juifs. Ce n'est que normal si Netanyahou l'accueille directement, soit un langage soit ironique, soit un langage flatteur. Mais ils savent, parce que ce qui se fait en général dans le public, c'est artificiel. Dès qu'ils rentrent, le tenant de la politique, les multinationales et ceux-là qui sont dans les sciences occultes, lui donnent une ligne de conduite. Le danger est que quand il veut s'écarter de cette ligne de conduite. Ainsi, nous avons vu, par exemple, Obama, dont le deux mandats étaient désastreux, n'a rien fait absolument. Pendant les 8 ans, en étant élu, les gens ont cru qu'étant un négro-africain, négro-américain, il allait changer quelque chose. Il avait donné des promesses, hein, mais il n'a tenu aucune de ces promesses. De Guantanamo au retrait des troupes américaines de pays étrangers où elles sont en guerre, rien n'a été accompli. Preuve que quand un candidat donne ses promesses, très souvent, c'est parfois fallacieuse, mais dans les coins, ce n'est pas lui qui contrôle la bourse de New York, ce n'est pas lui qui contrôle la Banque fédérale des États-Unis. En parlant de promesses oui. et tout ça, alors le vif de notre sujet peut-être, que doit s'attendre la RDC face à la victoire de Trump? En fait, la victoire de Trump est-elle qui est favorisée dans les tensions, dans les face-off qui se tient place présentement en RDC entre bien sûr la Kabylie et l'opposition? Trump, d'après vos analyses, sera-t-il un meilleur allié à l'opposition, je parle du Rassemblement bien sûr, ou plutôt à la Kabylie? Vous savez, la RDC, tout comme l'Afrique, très souvent quand il y a des élections en Amérique et tout comme en France, nous avons tendance à soutenir les démocrates. On croit que la démocratie, c'est une panacée pour l'Afrique. Hélas, et chaque fois qu'un président passe, et nos espoirs sont souvent émiettés et nous ne parvenons pas à escompter ce dont nous avions espéré.
Je voudrais donc dire que nous n'avons rien à espérer de Donald Trump, même si c'était Hillary Clinton. C'est Bill Clinton, c'est le couple Clinton qui a embrasé le Congo. C'est bien connu. Bon, les souhaits de tout le monde, c'est qu'il a fallu que Hillary Clinton échoue. Et M. Trump avait lâché une phrase en disant lors de sa campagne que, écoutez, je voudrais bien être le président des Américains, le président des États-Unis, et non pas le président du monde. Cela signifie que sa ligne de conduite serait qu'il va plus se recroqueviller sur l'Amérique, mais dans un discours réconciliant qu'il a tenu juste après l'annonce de sa victoire, il a bien dit, eh ben, je vais bien sûr être le président des États-Unis, mais dans une coopération très honnête avec le monde entier. Mais d'abord, les intérêts africains. Les intérêts américains. Il venait de dire ça vers 3 heures du matin. Ce qui signifie que nous ne devons rien espérer. Les souhaits des Africains, c'est de trouver un président humain en Amérique. Parce que, malheureusement, chez les Africains et chez nous, les Congolais en particulier, le destin de la politique congolaise et africaine se joue à New York, se joue à Paris, pas même à Moscou, se joue à Londres et se joue à Bruxelles. Malheureusement, le destin de la politique congolaise. Nous n'avons pas une politique locale qui fait que nous pouvons dire non vis-à-vis des injonctions émanant de l'extérieur. Nous sommes des suivistes, sinon de marche-pied. Alors, qu'est-ce que nous pouvons espérer? Donc, en fait, ce que vous dites, c'est que l'opposition peut-être congolaise, c'est-à-dire le peuple congolais, en fait, ceux qui ne veulent pas Kabila au pouvoir, ont peut-être perdu un allié en la personne des démocrates. Parce que si, comme vous le dites, Donald Trump va se retourner, se concentrer sur les affaires internes des Américains, à un moment où il devient de plus en plus évident que le pouvoir en place en RDC a besoin, en fait, d'une pression extérieure pour lâcher prise, vu ce qui s'est passé le 5 novembre dernier, où effectivement le gouvernement, les autorités ont fléchi leurs muscles pour interdire, pour bien sûr empêcher la tenue d'un meeting du rassemblement. Alors, est-ce pour dire que si Donald Trump va se retourner sur les affaires américaines, en fait, l'opposition à RDC perd un allié en la personne des démocrates qui, bien sûr, étaient représentés par l'administration Obama? L'opposition n'a rien perdu et n'a rien gagné. Excusez-moi d'être intransigeant, mais c'est ça mon analyse. Je venais de le dire que quand un candidat devient président, il est conseillé, il s'aligne derrière la politique américaine. Mais c'est ça tout justement le problème avec Trump, c'est qu'il ne s'est aligné à rien. Et jusque-là, c'est même difficile de dire s'il est un républicain ou parce que l'élite républicaine l'avait rejeté et c'est difficile de dire s'il va s'aligner. C'est ça, c'est même peut-être pour ça qu'il a gagné ces élections parce qu'en fait, il est imprédictible. On ne sait pas ce qu'il va faire. Voyons voir, donnons-lui la chance s'il est vraiment imprévisible, comme vous le dites. Mais une chose en lui est que c'est un magnat, il est friqué, et je ne pense pas qu'il sera un président guerrier, parce que la plupart des guerres que nous avons, ce sont des guerres qui sont promis par des présidents pauvres, entourés des voleurs, des conseillers qui les conseillent. Un Hillary Clinton, c'est une pauvre. Un Barack Obama, c'est un pauvre. Mais voyons voir, un billionnaire comme lui, peut-être qu'il n'aura pas besoin de l'argent d'ailleurs pour créer des guerres, peut-être. Et c'est ce que souhaiteraient les Congo et le monde. Mais l'opposition, tout comme les conservateurs soi-disant au Congo, l'opposition, est-ce qu'il y en a? Point d'interrogation, il y a des individualités. Aura-t-il une bonne introduction auprès de Donald Trump ou peut-être ils seront déjà précédés
par les pouvoirs en place pour aller corrompre Donald Trump? Point d'interrogation. On ne sait pas. On n'est jamais fatigué de ramasser de l'argent. Hein, le président Kabila a, dans un message de la présidence, un message officiel, a adressé à Donald Trump ses félicitations pour une victoire impressionnante. Qu'est-ce qu'il peut dire, lui, Kabila? Qu'est-ce qu'il peut dire un voleur, un tricheur comme lui, qui n'a jamais été élu? C'est quel remerciement, quelle félicitation il peut adresser à un président démocratiquement élu? Mais il doit s'effacer s'il a la chance de s'effacer. C'est quelqu'un que nous devons arrêter, que nous devons juger, que nous devons pendre ou exécuter, comme on l'a fait avec l'ancien président, je sais pas, un président roumain, Nicolae Ceausescu. Nous lui donnons un son des chances. Mais il doit avoir honte. Il adresse quelle C'est sur ce point-là tout justement que je voulais insister, parce que vous avez toujours milité, vous êtes un partisan en fait du soulèvement populaire. Plus d'une fois, je vous ai interviewé. Vous êtes un peu contre la logique des élections, ou peut-être la politique ou la diplomatie pourra bien sûr écarter le président Kabila du pouvoir, l'enlever du pouvoir. Alors, s'il faut un soulèvement populaire, s'il faut que le peuple congolais puisse se soulever, bien sûr, il faudra un appui militaire en la personne de la communauté internationale, et bien sûr, là, je vois les États-Unis. Mais si, comme vous le dites, Donald Trump ne sera pas un président belligérant, donc, ne pensez-vous pas que quelque part, comme je l'ai dit, l'opposition congolaise, en fait, vient de perdre un allié en la personne de Barack Obama? Barack Obama ne nous a pas aidés. Si Barack Obama nous aidait, il allait le faire avant de terminer son mandat, comme paraîtrait-il, il l'a fait avec Sarkozy, en tuant malheureusement Muammar Kadhafi, parce que d'après leurs plans, ils veulent débarrasser l'Afrique des dictateurs. Mais qui ont placé Hippolyte Kajambere Kanambe au pouvoir? Ce sont eux, ce sont les Américains, ce sont les Belges, ce sont les Français. S'ils ont eu mandat des Nations Unies pour bombarder Tripoli, Benghazi et tuer Kadhafi, mais y a-t-il une différence entre Kadhafi et Hippolyte Kajambere Kanambe? Qu'est-ce que nous aurons comme legs après son départ, lui, Obama? Rien. Si pas quelqu'un qui nous a déçus et qui ne mérite pas être un président d'une si grande puissance que les États-Unis. Donc, nous n'avons pas perdu un allié parce que pendant ces 8 ans, il n'a rien fait. Ils n'ont fait que voler l'argent au travers des ONG créées par les couples des assassins, des voleurs Bill Clinton, qui ont créé des ONG au Rwanda pour piller les Congo et piller l'Afrique. Donc, nous ne regrettons rien du départ de Bill Clinton, du départ de l'échec que moi j'avais prévu depuis longtemps de sa femme. Nous ne perdons rien et nous ne regrettons rien. Ces deux-là, ce sont des déchets de la société américaine, une bande, un couple de voleurs qui ont pillé les Congo et qui ont mis les Congo au pilori. Ils nous ont cloués au pilori en nous humiliant au travers des petits pays pauvres qui nous entourent, qu'ils ont armés. Et voilà là où le Congo est resté, à cause de ces gens-là. Mon souhait, c'est qu'ils meurent aussi vite que possible, qu'ils tombent même dans un crash d'avion pour que le monde puisse s'en débarrasser. Ils ont trop tué les Congolais. Et bien là, on est, c'est débat ouvert, bien sûr. On est avec le professeur Djemadari Vipikilele qui aujourd'hui intervient en tant qu'analyste. Bien sûr, le sujet soulevé ici, c'est la présidentielle américaine. Bien sûr, on le rappelle, c'est la nouvelle du jour. Toutes les headlines en tête de tous les journaux à travers le monde, c'est bien sûr la victoire un peu écrasante de Donald Trump face à la favori. C'est vraiment écrasante. Face à la favori qui était bien sûr l'ancien secrétaire d'État et épouse de l'ancien président Bill Clinton. Et bien sûr, je parle de Hillary Clinton. Alors, pour le professeur, on ne sait pas encore. Voyons voir. On ne sait pas si Donald Trump sera en fait un allié de la Kabylie ou un allié de l'opposition congolaise. Et là, je parle bien sûr du Rassemblement. Nous continuons toujours avec le même sujet, mais essayons un peu de sortir en dehors de la RDC. Il y a une guerre aussi en Syrie, notamment. Et là, on a enregistré des morts. Et dernièrement, les bombardements russes, de l'aviation russe et du président syrien ont fait plusieurs morts, des enfants et tout ça. C'est vraiment pénible de voir des choses comme ça. Pensez-vous que Donald Trump
pourra mettre fin à cette guerre en Syrie. Vu ses relations, apparemment, il a des bonnes relations avec la Russie. Pensez-vous que c'est peut-être la fin de cette guerre au Moyen-Orient? Bon, je ne suis pas attitré de parler à sa place. Mettons-les à l'épreuve. C'est comme je dis, chaque fois quand il y a un nouveau président aux États-Unis ou en France, nous sommes tellement enthousiasmés de beaucoup espérer et à la fin, nous sommes déçus. Donc, j'aime bien les types. Excusez-moi de dire que j'ai été son précurseur parce que je me suis retrouvé dans lui. Raison pour laquelle même j'ai dû lui adresser une à deux lettres, si vous jetez un coup d'œil dans les YouTube, qu'il ait lu ça ou pas, mais au moins j'ai exprimé mes intentions qu'il devait gagner. Parce que je me suis retrouvé dans son langage nationaliste, dans le courage qu'il avait, et à bonne coïncidence, votre télévision s'appelle Take Courage, il a pris le courage. C'est vraiment un candidat qui a fait sauter tous les codes électoraux des États-Unis en brisant les tabous. Parce que souvent, vous, les journalistes, vous avez l'habitude de nous dire, écoutez, il faut qu'il y ait des débats d'idées et non pas des attaques personnelles. Mais vous avez vu ce que l'Amérique nous a appris, nous le monde, que 80% des débats étaient basés sur les attaques personnelles et non pas les idées. Et au fait, qui font les idées? Ce sont les hommes. Il faut attaquer celui qui émet les idées pour que vous attaquiez aux idées. Il a fait sauter le tabou américain en attaquant de plein fouet des gens qui ont introduit à la Maison-Blanche des antivaleurs d'homosexualité, de lesbianisme, de vols, de meurtres, etc. Alors, pour rentrer dans votre question, oui, sans doute, on a soupçonné qu'il avait de bonnes relations avec Vladimir Poutine. Mettre fin à la guerre, bon, il a dit que lui voudrait bien être un président des États-Unis et non pas un président belligérant. Et je dis bien, très souvent, les présidents du monde, ce sont des chevaux, ce sont des chiens qui sont souvent enchaînés par des multinationales, par des gens friqués qui leur donnent une ligne de conduite. Mais celui-ci paraît être un rebelle parce qu'il a de l'argent. Il a tout. Sauf que son argent ne fait pas nourrir toute l'Amérique. C'est ça la différence. J'espère qu'il va très bien coopérer avec Vladimir Poutine, avec la Russie, pour mettre fin à la guerre en Syrie, tout comme en Irak. Ce n'est pas la faute de la Russie d'intervenir en Syrie, parce que ce sont les Occidentaux qui ont financé ce qu'on appelle les rebelles. Ce sont les Français, ce sont les Anglais, ce sont les Américains qui financent les Daesh, qui financent les ISIL. Ce sont eux qui financent afin qu'ils puissent se débarrasser du président, comment il s'appelle, c'est Bachir. Bachar. Bachar al-Assad. Bachar al-Assad, de la Syrie. Alors, la Syrie étant à la porte de la Russie, ben, elle ne devait que faire une guerre, comme on appelle, préemptive. Une guerre de prévention, parce qu'en laissant la guerre à sa porte, le lendemain, ça va entrer dans votre maison. C'est ce que la Russie fait. C'est une porte de défense. Et ce que la Russie fait. Et je donne droit à la Russie. On peut bien critiquer la Russie, mais que dire de l'Irak? Que dire de la guerre entre l'Iran et l'Irak qui avait été provoquée par l'Amérique? Mais les Américains ont tué des gens. Pourquoi on doit se mettre à condamner aujourd'hui la Russie? La Russie ne pouvait jamais intervenir en Syrie si les Occidentaux n'avaient pas financé, armé ce qu'ils appellent les rebelles. Heureusement que l'armée syrienne est en train de gagner grâce à l'appui sans doute de l'aviation russe. Et c'est bien. Et c'est une honte aux Occidentaux. Et c'est déjà un avertissement. Eux qui veulent chercher à provoquer une troisième guerre mondiale, la Russie déjà leur envoie un message que faites attention. Malgré votre coalition, je peux vous briser vous tous. Alors là, bien sûr, on s'achemine vers la fin de notre entretien d'aujourd'hui, mais juste une similarité qui a été bien sûr soulevée par beaucoup. Et bien sûr, on voit un homme d'affaires, un candidat, homme d'affaires, et une candidate qui a de l'expérience politique,
qui a servi déjà au sein du gouvernement. Et le peuple américain choisit l'homme d'affaires. Similarité en RDC, nous avons un homme d'affaires, bien sûr, si élection il y a, bien sûr, hein, un homme d'affaires en la personne de Moïse Katumbi, et bien sûr, de l'autre côté, nous avons une pléthora de politiciens, donc Kaméré, Kabila, et j'en passe. Alors, pensez-vous qu'on pourra avoir une situation pareille en RDC si jamais il y a élection, que le peuple ira, parce que vous l'avez soulevé plus d'une fois, que l'avantage avec lui, c'est-à-dire avec Trump, est qu'il est déjà africain, il a déjà de l'argent, il n'est pas venu pour se servir, mais il a déjà de l'argent. Alors, pensez-vous qu'une situation similaire sera observée en RDC si élection il y a? Bon, écoutez, si les Occidentaux qui ont l'habitude d'imposer des présidents en Afrique le décident, celui que vous appelez Moïse Katumbi deviendra président. Il n'y a pas à faire de similitude. Mais il va devenir président pour faire quoi au Congo? Le Congo n'est pas un pays multiracial. Le Congo n'est pas l'Amérique. Le Congo n'est pas l'Afrique du Sud. Le Congo n'est pas le Mozambique, n'est pas l'Angola, n'est pas le Brésil. Le Congo, c'est un pays de Noirs, c'est un pays de Bantous. Moïse Katumbi va représenter quelle tribu à la tête? Parce que parlons-en, en politique, chez nous, on représente sa tribu, on représente son ethnie, on représente son clan. N'est-ce pas ça? Ce n'est pas un pays des immigrants comme l'Amérique. Bon, il a eu la chance de piller le Congo, de voler l'argent et d'être friqué comme il est. Mais son argent nourrit qui au Congo, à part le tout-puissant Mazembe? Ça nourrit qui au Congo? Et lui va représenter quelle tribu? On n'a pas besoin de métiers pour être des présidents au Congo. S'il veut être un commerçant, tant mieux. C'est un être humain, ça va. Il peut continuer à financer des équipes. Mais pas à être président du Congo. Il va me trouver sur son chemin parce que je le répète plus de 4 fois, Moïse Katumbi m'a escroqué de l'argent et je ne veux jamais lâcher de le dire. Moïse Katumbi et Kyungwa Kumwanza, les deux m'ont escroqué l'argent. J'ai tous les documents, j'ai toutes les correspondances entre moi et eux. Et si je mens, ils peuvent rester en justice. Les deux sont des voleurs. S'ils peuvent voler un pauvron comme moi, qu'en est-il de tout un État? Parce qu'il a déjà fait un essai de piller tout un État. Katumbi donc ne mérite pas. Outre ça, Katumbi, oui, il est d'une famille africaine. Son grand frère Katebe Katoto, c'est lui qui achetait des armes qu'on donnait au RCD Goma parce qu'il voulait devenir président de RC Goma. À l'époque, quand le RCD s'avançait encore avec le président Laurent Désiré Kabila, Katebe Katoto finançait le RCD. Il donnait des armes au RCD. C'est bien connu parce qu'il croyait devenir président. Comme ils ne sont toujours pas fatigués par l'honneur de faire souffrir le peuple congolais. Donc, on n'a pas besoin de Katumbi pour être président. Je sais qu'il est allé rencontrer un certain Michael ou Jordan, un juif africain dont la famille était ou est propriétaire de la mine de Bakwanga au Kasaï. Il est allé donner de l'argent et il paye chaque mois $30 000 dans des lobbies juifs pour qu'il devienne président. Mais je demande à tous les Congolais de ne pas accepter Moïse Katumbi pour être président chez nous. Les Kaméré, tout le monde qui est au gouvernement, les Bochab, ce sont tous des conspirateurs contre le peuple congolais. Choisissez-moi, si moi je peux devenir un candidat, moi je vais diriger le Congo. Je suis Congolais authentique, de père et de mère. Mon père et ma mère se trouvent à Chabunda, dans l'est du Kivu. Je parle le Kilega et vous pouvez encore rencontrer mes parents là-bas. Donc, vous pouvez aussi aller à Kasangulu où j'ai étudié, à l'Institut Luvuvamu, William Bouf. J'ai obtenu mon diplôme d'État là-bas. Donc, vous avez toutes les traces de M. Kilele. Vous pouvez aller à l'Athénée Lumumba, à Limete. Vous allez retrouver dans le palmarès Kilele qui a fait la 3e et la 4e année littéraire là-bas. Vous pouvez aller à l'Institut OCO de Bandal, à Moulard. Vous allez raconter première, 2e année CO. M. Kilele a étudié là-bas. Donc, vous pouvez me retrouver partout. Voilà, alors là, c'était bien sûr... vous n'allez pas retrouver Kaméré. Kaméré, c'est un petit qui venait dans ma chambre à l'université. Il a étudié avec mon petit frère. Les Kivussiens qui soutiennent ce type passent leur temps pour rien.
Alors là, c'était bien sûr le professeur Vébu Kilele, qui aujourd'hui nous a servi d'analyste politique. Et bien sûr, le sujet soulevé, c'était la présidentielle aux États-Unis, une présidentielle qui a été remportée bien sûr par Donald Trump, le millionnaire milliardaire et acteur de télé-réalité, bien sûr, Donald Trump. Et là, le professeur conclut qu'on ne sait pas encore, il faudra attendre, il faudra être patient pour savoir s'il servira les intérêts du peuple congolais ou plutôt les intérêts de ceux au pouvoir. Et en ce qui concerne la Syrie aussi, le professeur reste prudent, il dit on ne sait pas encore, voyons voir. Et quant à la similarité ou peut-être à la ressemblance qui pourrait sauter aux yeux quand on voit un homme d'affaires élu aux États-Unis contre un candidat, une candidate plutôt avec l'expérience politique, il dit que peut-être Moïse pourrait être élu avec l'appui des lobbies juifs, mais ce n'est pas la personne à élire d'après lui, à cause bien sûr de sa malhonnêteté, si je peux dire ainsi. C'est un malhonnête. C'est un malhonnête, c'est un Alors, voleur. merci. Le temps, le temps Zambien, malheureusement ne c'est nous un permet voleur. pas de continuer avec notre sujet aujourd'hui parce qu'il fallait aussi, bien sûr, aborder les relations, peut-être entre les États-Unis et la Chine. Mais bien sûr, moi, c'était Eric Boukoula. Une fois de plus, merci et à la prochaine. Merci à tous.